Damien Abad, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, député de la 5e circonscription de l'Ain. Vous avez défendu la motion de censure Les Républicains déposée hier, rejetée ensuite. Damien Abad, avant de parler du 49.3, de parler de la réforme des retraites, je voudrais que nous parlions du coronavirus. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement ? Oui. Parce que je pense que sur ce genre de sujet, pas de politique politicienne. Je fais confiance au gouvernement, mais je lui demande de prendre des actions fortes, notamment sur la coordination des décisions. Ce que les Français ont du mal parfois à comprendre, c'est que ce qu'on autorise à un endroit, on l'interdit à l'autre. On autorise par exemple à des supporters italiens de participer au match OL-Juventus et dans le même temps, on interdit le marathon de Paris. Donc on a besoin d'un protocole d'unification sur les territoires et sur les départements pour que tous les Français comprennent bien le sens des décisions prises. Vous souhaiteriez que toutes les grandes manifestations sportives, je ne sais pas moi, les matchs de football, soient annulés ? Non. Non. Non, parce que je crois qu'on est au stade 2 aujourd'hui. Je sais que vous aimez le foot, c'est pour ça que je vous pose la question, Damien Abad. Oui, la même équipe. Oui, nous supportons la même équipe. Voilà. Oui. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, en effet, c'est que, en tout cas, on donne du sens à ces décisions. Et du sens, ça veut dire que dans les territoires, partout, on ait la même décision qui correspond. Si on dit, par exemple, que c'est dangereux quand on est en milieu confiné ou en milieu fermé, eh bien, c'est ce qu'a pris le gouvernement pour tous ceux qui sont en moins de des événements à moins de 5000 personnes. À ce moment-là, oui, il faut interdire. Mais il faut donner du sens et de la cohérence. Ce que les Français ne comprennent pas, ce sont parfois les contradictions qu'on peut avoir. Je ne crois pas qu'il faille interdire tous les événements sportifs. Bien. Les municipales doivent-elles être annulées ou reportées ? Non. Non, par contre, je souhaite que le gouvernement mette en place un plan d'information et de communication très clair. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du report, il y a la question de la participation. Mais évidemment. Et notamment dans les zones où il y a plusieurs contaminations. L'Oise, le Morbihan, la Haute-Savoie et d'autres. Exactement. Peut-être potentiellement le Haut-Rhin. Ce qu'il faut éviter, c'est la panique, c'est la psychose. Oui. Et donc, on a besoin que sur les élections municipales, les électrices et électeurs puissent se déplacer en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc, il faut mettre en place ce protocole-là et surtout communiquer pour éviter quoi ? Qu'on ait une participation plus faible que ce qu'elle est annoncée. Parce que c'est ça le risque, au-delà de la question du report. C'est qu'on ait une participation moindre et que du coup, on ait des résultats qui soient quelque peu faussés par le coronavirus. Donc le gouvernement, là-dessus, il doit tout faire pour les élections municipales se déroulent dans les meilleures conditions et que chacune et chacun puisse se rendre au bureau de vote en toute sécurité. L'un des députés de votre groupe, Pierre Vatin, c'est ça ? C'est ça. Hein, qui est député de l'Oise, je précise bien, est confiné. Il est chez lui. Est-ce qu'il est contaminé ? Non, il n'est pas contaminé. Simplement, il a été confiné parce qu'il a participé à une réunion en préfecture et dans laquelle il y avait des cas contaminés. Et donc, il a été confiné par mesure de précaution. C'est une mesure de précaution qui est prise. Et donc, aujourd'hui, il est confiné pendant le temps nécessaire. Bien, la réforme des retraites a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure, l'une de la gauche qui a obtenu 91 voix et la vôtre, 148 voix sur 577, majorité absolue à l'Assemblée nationale, 289 voix. Donc, elle n'a pas été retenue, votée, cette motion de censure. Vous le regrettez, bien sûr. Est-ce que vous dites toujours que l'utilisation de ce 49.3 est antidémocratique ? Non, on n'a jamais dit ça. Le 49.3, pour nous, c'est constitutionnel et nous défendons le 49.3. Vous défendez l'utilisation du 49.3 ? Mais pas sur ce texte-là. Oui, par principe. Nous sommes la famille gaulliste et le 49.3, il fait partie de la Constitution. Et donc, nous sommes 1958. Pas comme les insoumis qui nous expliquent que c'est anticonstitutionnel ou antidémocratique. Par contre, ce que nous disons, c'est que nous contestons la méthode, la précipitation et la brutalité. Un samedi après-midi, lors d'un conseil des ministres consacré au coronavirus, qu'on prenne une délibération secrète sur le 49.3, ça pose problème. La deuxième chose qui pose problème, c'est que c'est la première fois qu'on le fait sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, sur Jacques Bourdin, c'est 320 milliards d'euros. C'est 15% du produit intérieur brut. Et de faire sur ce sujet-là, c'est la première fois qu'on le fait. La droite a réformé les retraites 3 fois, jamais elle n'a utilisé le 49.3 sur ce sujet-là. Et enfin, il y a une majorité absolue pour La République En Marche. Le 49.3, il est fait pour, normalement, faciliter la tâche du gouvernement quand il y a un problème de majorité. Il n'est pas fait pour bloquer le débat. Et c'est là qu'on a un dévoiement de l'utilisation du 49.3 par ce gouvernement. Oui, Damien Abad, il a été utilisé 88 fois, le 49.3, dans l'histoire de la Ve République depuis 1958. Et jamais sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Qui disait que son utilisation devait être réservée aux textes essentiels ? Oui, mais vous savez... Michel Debré, bien sûr. Le père de la Constitution. D'ailleurs,
Édouard Philippe l'a Oui. cité hier. Ah bon? Mais je rappelle, J'ai pas Jean-Jacques écouté. Bourdin, J'ai pas écouté son discours. que Oui. Nicolas Sarkozy n'a jamais utilisé le Oui. 49.3. En 5 ans, Mais nous Jacques l'avons- Chirac l'a utilisé. Oui, en son temps, bien entendu. Mais Oui. encore une fois, nous, on Et ne même conteste Édouard pas l'utilisation. Balladur, et même Dominique de Villepin. Exactement. Et, oui. Mais comme je vous dis, on ne conteste pas l'utilisation. Le 49.3, il est utile quand vous êtes dans une situation où la majorité est fragile, quand il faut faire passer un texte pour vaincre un certain nombre de conservatismes. Mais là, c'est la première fois où on a le 49.3 qui est utilisé de cette manière. Et surtout, c'est la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2008 où on n'aurait pas du tout de vote à l'Assemblée nationale, ni en commission, ni dans l'hémicycle. D'habitude, quand le 49.3 est utilisé, il y a au moins un vote en commission. Il y aura un vote. Il n'y a pas de vote, il n'y a eu aucun vote en Il y première aura un lecture. vote. Il y aura un vote à la fin, En sauf, seconde lecture, à la sauf- fin. on peut avoir aussi Au le Sénat, 49.3. peut-être. On aura peut-être le 49.3 en deuxième lecture. Et donc, on n'aura peut-être aucun vote à l'Assemblée nationale. Bon, il y aura donc un vote au Sénat d'abord, Oui. puisque le texte va partir au Sénat maintenant. Qu'allez-vous faire au Sénat? Vous, Au Sénat, le groupe Les Républicains, vous êtes majoritaire au Sénat. Qu'allez-vous faire sur ce texte? vous le savez, depuis le début, on n'est pas dans une logique d'obstruction. À droite, nous sommes des réformateurs. Et au Sénat, on va montrer cette image réformatrice. On va réécrire les articles. On va mettre en place notre... Vous allez contre- garder le texte en réécrivant Bien sûr. beaucoup d'articles. Oui, sur notre contre-projet, pour d'abord avoir une réforme Mais financée. vous gardez la réforme à point. D'abord, la réforme, le système à point, on ne peut pas y Système à revenir point. dessus parce que Bon. on peut amender et donc la limite de l'amendement, c'est l'article 40. Voilà. Par contre, ce que l'on va faire, c'est mettre en place un équilibre financier. Parce que la grande différence entre la lecture à l'Assemblée et au Sénat, c'est que le Sénat aura eu les conclusions de la conférence de financement des syndicats. Oui. Et que donc, à partir de là, on peut mettre des mesures d'âge, on peut mettre des mesures d'équilibre financier. C'est ce que feront les sénateurs avec Gérard Larcher et Bruno Retailleau. L'idée, c'est donc pas le blocage. L'idée, c'est d'améliorer le texte, surtout de proposer une réforme de droit des retraites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de remettre de l'autre dans ce que les Français ne comprennent plus rien aujourd'hui au système. Alors oui, puisqu'au Sénat, vous aurez les conclusions de la conférence de financement, vous regrettez au passage que Force ouvrière et la CGT aient quitté cette conférence de financement ou pas? Oui, je le regrette. Je regrette surtout que cette conférence de financement, elle n'ait pas eu lieu plus tôt. 18 mois de concertation pour rien. 18 mois, on nous a baladés. Et à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? On vote un texte en première lecture sans qu'on ait le moindre début de commencement du financement. Jacques Bourdin, c'est comme si demain vous achetez une voiture, vous savez tout sur cette voiture sauf le prix. Ça pose quand même une interrogation, une question. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que ces conclusions de la conférence de financement, maintenant, elles soient publiques, qu'on puisse débattre, étudier et surtout proposer un équilibre financier des retraites. Donc vous aurez les conclusions de la conférence de financement pour le débat au Sénat et pour le débat en seconde lecture Pour le à débat au l'Assemblée Sénat, nationale. si le gouvernement accepte la demande de Gérard Larcher de reporter de 15 jours le début du débat au Sénat. Bien. Et ensuite, vous aurez les conclusions pour le débat à l'Assemblée nationale, avec le texte venu du Sénat. Oui, mais comme vous le savez, on est en procédure. Donc vous pourrez là vous prononcer sur un texte plus complet. Je l'espère. Un texte plus complet, financé, même si je pense qu'il y aura encore beaucoup de trous dans la raquette, parce que ce texte, il renvoie avec beaucoup d'ordonnances. C'est la première fois que dans une telle réforme, on a autant d'ordonnances qui sont utilisées. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement, en fait, il ne veut pas prendre en compte nos demandes sur la question du recul de l'âge légal pour préserver les pensions de retraite. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver les pensions des retraités et revaloriser les petites retraites. C'est ça l'enjeu. Notre fil rouge, c'est pas de baisse des pensions des retraités. Alors justement, je voudrais qu'on regarde ensemble votre projet, puisque vous avez un contre-projet de réforme des retraites, basé sur un recul de l'âge légal de départ à la retraite. C'est bien cela, hein? Oui, il n'y a pas que ça, mais il y a effectivement ça. Non, mais c'est la base. C'est la base que c'est 30 C'est milliards la d'euros. base. C'est 30 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous repoussez l'âge légal de départ à la retraite à quel âge? 65? 64 ans en 8 ans et 65 ans en 12 ans en fonction de l'espérance de vie en bonne santé. Mais Jean-Luc Bourdin, Oui. c'est ce que tous les pays européens ont fait. C'est ce que tous les pays européens ont fait. Et pourquoi on fait ça? Donc vous n'allez pas reprocher au gouvernement de mettre en place un âge d'équilibre. Sauf que ce que nous reprochons au gouvernement, c'est que Oui. l'âge pivot, d'abord c'est devenu l'âge Ou pivot. l'âge pivot, oui. Oui, sauf que c'est devenu l'âge pivot parce qu'il n'y est plus aujourd'hui, et qu'au-delà de ça, c'est quelque chose d'hypocrite. Pourquoi? Parce que l'âge pivot, l'association à ça, c'est la super décote. On vous dit, vous avez le droit de partir toujours à 62 ans, mais par contre, si vous partez à 62 ans, vous aurez une super décote de baisse de 10% de vos pensions à vie.
Nous, on dit non, on veut pas ça. Parce que les pensions des retraités, elles sont trop faibles aujourd'hui. Mais si on part à 65, 66, on aura une surcote. On aura une surcote. Ça, c'est un mécanisme indispensable parce que c'est valoriser le travail et c'est valoriser aussi le Donc là, cumul vous êtes emploi-retraite. d'accord avec ça? Oui, nous sommes pour les dispositifs cumul emploi-retraite. Cumul emploi-retraite, vous êtes pour. Damien Abad, donc 65 ans, départ à 65 ans, pour toucher une retraite pleine, c'est bien cela? Toucher une retraite pleine, revaloriser les petites retraites, Oui. 1 000 € pour tout le monde. Tous les retraités Là, agricoles. c'est comme le projet. Non, parce que la différence pour les retraités agricoles, c'est que nous, on veut toucher aussi les retraités agricoles actuels. Le projet, c'est que pour les futurs. On dit aujourd'hui que les retraités agricoles actuels, ils doivent avoir ce minimum de 1 000 € pour leur travail, pour l'effort qu'ils font dans la société française. Et ça, c'est un engagement. Ça coûte 400 millions d'euros et je pense que c'est un effort nécessaire. Damien Abad, dans le texte qui n'a pas été censuré, soumis hier à votre vote, il y avait des améliorations, oui ou non? Vous allez me dire améliorations. À la marge. À la marge, je ne me prononce pas. On va employer le mot amélioration, des changements, des compléments. Par exemple, le départ à 55 ans pour les handicapés. Ça, c'est une bonne mesure. C'est une mesure d'ailleurs que nous avons soutenue et proposée avec Christian Jacob et Aurélien Pradier. Alors, possibilité de percevoir une partie de sa retraite à 60 ans. Oui, là encore. Oui, là encore, c'est des mesures qui vont dans le bon sens. Mais vous voyez, on est toujours dans des rustines sur un ballon crevé. Oui. On n'a pas une vision d'ensemble et globale de cette réforme des retraites. Bien, alors revenons à votre proposition de 65 ans, l'âge légal de départ, on est bien d'accord. Mais comment financez-vous? Alors, est-ce que vous augmentez les cotisations sociales? Justement. Non, parce qu'on fait c'est ce que propose la gauche. Hein. Mais augmentation des cotisations patronales. C'est pour ça qu'on n'a pas signé leur motion et qu'on n'a pas soutenu leur motion, parce Oui. qu'ils sont dans l'obstruction et le déni de réalité. Nous, on dit, on doit recueillir l'âge légal de la retraite pour deux choses. D'abord, préserver les pensions des retraités et revaloriser les petites retraites. Et deuxièmement, pour ne pas augmenter les cotisations. Pourquoi? Parce que les cotisations, ce sont des hausses d'impôts déguisées. Si demain, on augmente les cotisations sur les indépendants, sur les commerçants, sur les professions libérales, on parlait tout à l'heure du coronavirus. Les indépendants, les commerçants, ils vont être victimes de ce coronavirus. Si en plus de ça, on leur fait la double peine avec l'augmentation des cotisations, c'est ni sérieux ni responsable. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe pour les avocats. Ils dénoncent ce système-là. Nous, on dit, il n'y aura pas de hausse des cotisations. Et donc, pour cela, il faut reporter l'âge légal de départ à la retraite. Vous gardez les régimes spéciaux? Non, on ne garde pas les régimes spéciaux et on accélère la sortie des régimes spéciaux. Mais comment faites-vous? Je ne comprends pas. Avec les avocats, comment faites-vous, par exemple? Alors, les régimes spéciaux, qu'on nous entende bien, ce sont pour nous les régimes qui sont en déficit, c'est-à-dire qui coûtent 6 milliards d'euros par an aux contribuables français. Par contre, les régimes autonomes, comme ceux des avocats, nous les gardons. Vous les gardez? Oui, parce que c'est un système. Donc vous gardez des régimes spéciaux? Des régimes spécifiques et autonomes. Oui. Mais spéciaux, spécifiques, c'est un peu pareil. Non, mais c'est intéressant parce que, vous voyez, la grande différence entre nous et le gouvernement, c'est que le gouvernement considère que l'universalité, c'est l'uniformité. Nous, on considère au contraire qu'il doit y avoir de la diversité. Et prenons l'exemple des avocats. Mais il y a de la diversité aujourd'hui. Il n'y en a plus. Avec les régimes spéciaux de la fonction publique, il y a de la diversité, oui, mais non? demain, regardez sur les avocats. Oui. On a un système qui fonctionne, qui est très redistributif, qui est solidaire, qui fait des excédents de réserve de 2 milliards d'euros. Et pourquoi casser ce qui fonctionne? Mais ils seront accompagnés, notamment les avocats les plus modestes. Oui, mais d'après ce que dit le gouvernement. Et vous savez comment ils seront accompagnés? Parce qu'en fait, on prendra les 2 milliards d'euros de réserve pour financer une transition vers un régime universel qu'ils ne veulent pas. C'est ça le bal des hypocrites. Nous, on dit, laissons fonctionner ce qui fonctionne. Là où ça ne coûte pas d'argent aux contribuables français, laissons-le faire. Pourquoi ça ne coûte pas d'argent les avocats? Parce qu'ils partent à 65 ans déjà. C'est pour cela que ça coûte rien à la société française. Et même, ils reversent 100 millions d'euros par an au régime général. Donc pas de dogmatisme. Nous, on veut du pragmatisme. Et que faites-vous avec la fonction publique alors? Et notamment dans les transports. Que faites-vous? Puisque vous mettez fin aux régimes spéciaux, que vous portez l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, que faites-vous? Dans la fonction publique, il faut avec la RATP, avec la SNCF, que faites-vous? Vous allez mettre plusieurs millions de personnes dans la rue? Non. Mais attendez. Pourquoi non? Parce qu'on a une sortie des régimes spéciaux qui se fait dans un temps progressif, pas dans un demi-siècle. Même système que... Non, parce que le gouvernement, c'est dans un demi-siècle. Mais que proposez-vous à un cheminot, par exemple, ou à un employé de la RATP? Nous lui proposons progressivement de tendre vers le régime général. Au nom de la justice sociale entre les Français. Progressivement d'aller travailler jusqu'à 65 ans. C'est bien ça. Progressivement d'aller travailler jusqu'à 65 ans. D'abord 62 ans. D'abord déjà à l'âge légal, parce qu'on n'y est pas aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, avec la réforme, pour un agent à la RATP qui est né en 1985,
D'accord ? Il va partir en 2037 à 52 ans à la retraite. Et quelqu'un qui est chauffeur de bus dans ma circonscription, par exemple à Oyonnax, qui est né le même jour, qui fait le même boulot, lui va partir à 62 ans, 10 Vous ans plus employez tard. les mêmes arguments que le gouvernement, là. J'ai entendu les mêmes arguments Mais dans la bouche des ministres. la Damien différence, Abad. vous avez remarqué, c'est que nous, on veut aller des paroles aux Oui. actes. Oui. Donc, pour les cheminots, si j'ai bien compris, si jamais votre retraite était appliquée, votre système était appliqué, ils travailleraient très vite jusqu'à 65 ans. On est bien d'accord. Jusqu'à 62 ans, progressivement, dans un horizon de ensuite, 12 ans. 65 ans. Mais 65 ans, c'est pas tout de suite, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais je sais d'accord, bien monsieur. qu'il faut dire la Mais vérité aux est-ce que vous Français. croyez que les syndicats opposés à la réforme des retraites aujourd'hui accepteraient votre... Eh bien, au moins, ils nous reconnaisseraient une chose, c'est que nous, on n'est pas dans le bal des dupes ni des hypocrites. Ce que les syndicats ont reproché au gouvernement, c'est pas simplement une mesure d'âge, c'est qu'ils ont menti. Ils leur ont dit les yeux dans les yeux, il n'y aura pas de mesure d'équilibre et pas de mesure d'âge. Et ils ont fait l'inverse. Nous, on leur dit il y aura une mesure d'âge. Bien, est-ce que l'Europe doit garder ses frontières fermées ? Vous savez, d'abord, c'est un drame humanitaire avec des images insoutenables. Oui. Et ça, il faut en tenir compte. Et avant de parler de la question de la fermeture des frontières, il faut déjà traiter ce drame humain. Cette politique de chantage de M. Erdogan. Comment on traite ce drame humain sans tenir ses frontières fermées ? Ah mais on doit... Expliquez-moi. Non mais aujourd'hui, il y a d'abord... Il y a 30 000 personnes, par exemple, sur l'île de Lesbos, des hommes, des femmes, des enfants, qui vivent dans un camp fait pour 3 000 personnes. Ils sont 10 fois plus dans des conditions déplorables. En Europe, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est une honte pour l'Europe ou pas ? Oui, c'est une honte pour l'Europe. Bien sûr que c'est une honte pour l'Europe. Parce que l'Europe, elle n'a pas été capable de mettre une politique commune d'asile, d'immigration et de contrôle aux frontières. En fait, c'est l'échec de Schengen. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'échec de Schengen. On a pourtant une agence de frontières extérieures qu'on appelle Frontex, qui a ce rôle-là, de contrôler aux frontières. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la politique, monsieur Erdogan, sa politique du chantage à l'égard de l'Europe, elle est ignoble. Elle est ignoble parce qu'elle se fait d'abord sur le dos des migrants et ensuite sur le dos de l'Union européenne. Parce qu'il pousse les migrants à aller vers l'Union européenne. Oui, mais parce c'est du que cet chantage. accord de 2016, c'est un jeu de dupes. Oui, mais alors, est-ce qu'on les accueille ou pas ? Non, mais d'abord, quand il y a une situation d'urgence humanitaire, on ne va pas laisser des femmes et des hommes Donc, en ces pleine femmes, mer. ces hommes et ces enfants, on les accueille. Non, d'abord, ce que je souhaite... On leur donne un droit d'asile. Non, d'abord, ce que je souhaite, c'est que ces bateaux de migrants soient ramenés du côté des côtes turques. Ça, c'est notre premier objectif. On les renvoie, quoi. On les renvoie, mais de manière... drame humanitaire, mais on les renvoie, non. c'est cela. Attendez, qu'on soit bien clair. Je l'ai dit, il y a un drame humanitaire. Si on peut les renvoyer, on les renvoie. Si on ne va pas laisser des gens en pleine mer. Les autres, on les accueille. Mais à une condition. C'est que le problème, Jean-Jacques Bourdin, c'est que cela, ça va arriver tous les mois. Et que si on ne traite pas le fond du problème, eh bien, chaque mois, on aura ces drames humanitaires en Europe. Et que donc, aujourd'hui, la Turquie profite de la faiblesse de l'Europe. Moi, je demande à ce que le président de la République prenne une vraie initiative européenne. Pourquoi on n'a pas un Conseil européen aujourd'hui, des chefs d'État et de gouvernement qui prennent leurs responsabilités ? D'ailleurs, Mme Undermeyer, la présidente de la Commission européenne, je salue, vient de prendre pour une fois ses responsabilités en dégageant 700 millions d'euros d'aide pour accompagner la Grèce, avoir une assistance militaire. Oui, mais elle dit on ferme les frontières, hein. On garde les frontières fermées. Hein. Mais bien sûr, mais c'est évident qu'on garde les frontières fermées. Mais je dis aussi qu'il y a une situation humanitaire qui peut laisser indifférentes personnes. Damien Abad, est-ce que vous voulez la défaite du Premier ministre Édouard Philippe au Havre ? Oui ou non ? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit battu ? Oui. Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'il n'aurait pas dû être candidat. Bon, vous savez pourquoi ? Parce que vous souhaitez qu'il soit battu. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté de candidat face à lui ? Mais parce que localement, on n'a pas eu la capacité de construire une liste. Vous savez pourquoi ? Parce que le troisième de liste, il est de quel parti, le troisième de la liste ? Oui, je sais bien, Jean-Jacques Bourdin, tout ça. Ah oui, il est de quel parti ? Dites-moi, de quel parti est-il ? Du nôtre. Du vôtre. Mais vous savez pourquoi, monsieur Jacques Bourdin ? Le troisième de liste d'Édouard Philippe et de votre parti, vous souhaitez sa défaite. Mais attendez, pourquoi ? Moi, je comprends plus. Non, attendez. Expliquez-nous. Mais vous savez pourquoi il est de notre parti ? Parce qu'avant Édouard Philippe, l'ancien maire, c'était monsieur Ruffnac. Et M. Ruffnac, il était de notre famille politique. Et donc, vous ne pouvez pas casser comme cela un certain nombre de choses. Ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que M. le Premier ministre n'aurait pas dû être candidat. Parce que quand on est en pleine crise de coronavirus, citez-moi un pays au monde où le Premier ministre sacrifie de son temps pour aller faire une campagne électorale. Nous, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas censé et ce n'est pas responsable. Aujourd'hui, on doit en tirer les conséquences. Est-ce que vous souhaitez la défaite de Gérald Darmanin à Tourcoing ? Mais écoutez, on les combat nationalement. Donc vous souhaitez sa défaite. Mais là encore, vous n'avez pas de candidat contre lui. Hein ? Oui, mais là encore, parce que vous ne trouvez personne. Mais parce que Gérald Darmanin, il appartenait à notre famille politique. Et que donc forcément, il y a des liens locaux qui existent et qui dépassent la situation nationale. Est-ce que vous regrettez que Rachida Dati à Paris soit soutenue par Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot et que Marine Le Pen envisage de se désister pour elle au second tour ? Sincèrement.
Sincèrement, je n'attends pas des voix et du soutien de Marine Le Pen pour que Rachida Dati gagne. Elle est capable de gagner sur ses convictions, sur ses idées. Oui, mais est-ce que vous et elle a regrettez relevé la droite. cela? Est-ce que Non, vous mais dites c'est pas- non? mais- Est-ce que vous repoussez mais- ces soutiens? Est-ce attendez. que vous dites on n'en veut pas? Et si on dit on n'en veut pas, qu'est-ce qui se passe? Elle va nous soutenir quand même. Je vous prends un exemple. Madame Le Pen, elle a Non, dit... Mais oui, pourquoi ne pas dire nous on n'en veut pas, on est clair? mais on ne veut pas de son soutien. Mais ensuite, il y a des électrices et des électeurs qui voteront librement. Et ça, c'est tout à fait acceptable. Madame Le Pen, elle voulait signer ma motion de censure hier. Et je lui ai rappelé que dans notre motion de censure, il y avait la sortie des régimes spéciaux. Je lui ai rappelé qu'elle, elle plaidait le régime à 60 ans. Et qu'à un moment donné, il faut être cohérent face à ces électeurs. Ben, elle n'a plus signé. Et elle a signé Non, elle a la plus motion signé. de gauche. Et elle a signé la motion de gauche qui montre que les extrêmes sont capables de se rassembler. Merci Damien Abad d'être venu nous voir, 8h54 RMC et BFM TV.